À Paris, l'été, une adresse est très prisée des vacanciers du monde entier. Elle figure dans tous les guides touristiques. Ce restaurant étoilé, dans le 7e arrondissement, propose une cuisine chic et écolo. L'établissement a bâti une partie de sa réputation sur ses spécialités de chips. Le chef, David Toutain, a eu l'idée d'agrémenter la plupart de ses plats avec des pétales aux saveurs originales. Chips de parmesan, chips de fraises, chips de pied de cochon et même une étonnante chips de persil. Quand je pense chips, je pense croustillant tout de suite. C'est le côté croustillant d'un produit. 36 heures de préparation pour ces chips haute couture. Et c'est une chips. Ici, le menu peut atteindre 100 € par personne. Croustillant de persil, crème de persil à attraper très délicatement et une seule bouchée pour la dégustation. Une dizaine de plats comme celui-ci vont défiler devant cette cliente, une habituée des lieux. Donc, ce qui me raccroche à la chips, c'est le côté croustillant. Mais sinon, pour le reste, c'est une réinterprétation totale. J'ai l'impression de m'être allongée dans un champ de persil au soleil. Et ça sent le persil, ça goûte le persil et c'est vraiment très très bon. Qu'elle soit haut de gamme ou plus classique, pourquoi la chips nous fait-elle tous craquer? L'odyssée de la chips commence dans ce champ de pommes de terre. Elle n'est alors qu'un tubercule orné d'une chevelure au reflet verdoyant. Pour mieux la connaître, rendez-vous dans l'un des fiefs de la pomme de terre, à Pontivy, au cœur de la Bretagne. Une cité de 20 000 habitants, rendue célèbre par les vicomtes de Rohan ou par Napoléon, qui redessina certains quartiers au début du 19e siècle. Depuis quelques années, la ville s'est enrichie d'une nouvelle gloire locale. Philippe Kenmer, surnommé Monsieur Patate par ses collègues d'Alto, le 3e fabricant de chips en France. Philippe Kenmer fait travailler 200 agriculteurs de la région. Bien stabilisé. On a pas mal de racines. 2 mois avant la récolte, il est venu évaluer la bonne maturation de ces championnes, élevées en plein air. Donc les critères qu'on va rechercher, nous, c'est une pomme de terre la plus ronde possible, pour avoir des pétales bien ronds. Une pomme de terre avec un taux de matière sèche élevé, parce qu'évidemment, on cherche de la matière et pas de l'eau. Mais ici, en Bretagne, ne devient pas chips qui veut. Les pommes de terre doivent passer un dernier casting devant le patron. Laurent Cavard est le PDG du groupe Alto, le seul gros industriel à avoir accepté de nous ouvrir les portes de son entreprise. Tu as déjà vu des défauts dans l'extérieur ou pas? Là, il y a une verte. Ouais. Autrement, il me paraît très correct. Son obsession, c'est la couleur de ses chips. Alors chaque jour, avant d'aller se faire couper en rondelles, des échantillons de pommes de terre doivent se mettre à nu. Pour un test très pointu. Donc, ce qu'on recherche en particulier, c'est des couleurs entre 7 et 8. Il faut qu'elles soient un petit peu dorées. Par contre, il ne faut pas qu'elles soient brunes ou rousses. Là, le consommateur n'aime pas. Les chips dorés à point sont réservés à sa propre marque, Bretz. Les autres rempliront les paquets qu'il produit pour les marques de distributeurs, tels Carrefour, Auchan ou Leclerc. On peut être un peu plus ouvert quand on va faire de la marque de distributeur et du prix, aller jusqu'à 6 aussi. Voilà. 5, on ne sera plus tout à fait acceptable.
Et son obsession de la couleur parfaite ne s'arrête pas là. Une fois qu'il les a déshabillés et bien faites transpirer dans cette friteuse géante, il inspecte ses chips une par une grâce à ce rayon optique. Il y a un système de 3 caméras reliées à un ordinateur qui va analyser la couleur de toutes les chips une par une. Si une chips comporte un défaut, on va l'éliminer par un système de jet d'air qui font tomber les chips qui comportent un défaut visuel. Par exemple, celle-là a du vert et du marron. Ces 4% de chips réformés iront nourrir les cochons, très nombreux en Bretagne. Pour devenir comestibles par les humains, il manque un ingrédient essentiel, le sel. Décrié depuis des années pour ses effets nocifs sur la santé, les industriels ont dû s'adapter. Laurent Cavard utilise un sel un peu particulier. Réduit à l'état de fines particules, il ressemble à de la farine. On l'appelle le sel micronisé. Finalement, comme il est très fin, la papille le perçoit très vite, plus vite que le sel qui est plus gros. On a pu réduire la quantité de sel de 20-25% selon les recettes. Contrairement aux idées reçues, aujourd'hui la plupart des chips ont une teneur en sel inférieure à une baguette de pain. Le résultat, ce sont quelques rondelles assaisonnées dans un paquet, vendues aux alentours d'1,20 €, soit 10 € le kilo. Un produit parmi les plus rentables du secteur agroalimentaire. Pour augmenter sa productivité, Laurent Cavard a sélectionné une pomme de terre aux mensurations parfaites. Inutile de la chercher sur vos étals de marché, elle a été créée en laboratoire, uniquement pour les industriels. Philippe Kenmer en stocke plus de 60 000 tonnes. Il s'agit d'un hybride issu de croisements entre plusieurs variétés réalisés par des scientifiques installés aux Pays-Bas. Sur son site internet, la société qui l'a brevetée vante les qualités de cette pomme de terre baptisée Lady Claire. Une variété chippable, supérieure au standard, très facile à éplucher et à transformer, avec un potentiel de rendement élevé. Pour en avoir à disposition toute l'année alors qu'elle ne se récolte qu'en été, Philippe Kenmer leur applique une crème antiride, le chlorpropham, un produit chimique qui les empêche de germer. On va nébuliser, quoi. On fait un brouillard, on appelle ça un fogging. On fait un brouillard dans le bâtiment, on gaze les pommes de terre, la dose nécessaire à ce qu'elles ne germent pas pendant toute la période. Ce chlorpropham se dépose principalement sur la peau. En pelant et en cuisant la pomme de terre, près de 90% du produit est éliminé. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, les résidus ne seraient pas nocifs pour la santé. Voici donc comment une pomme de terre de compétition a permis à ce petit coin de Bretagne de devenir l'un des leaders sur le marché de la chips, alors que cette dernière n'a aucune racine française. La recette a été inventée il y a 160 ans, aux États-Unis. Plus précisément dans ce restaurant de Saratoga Springs, dans l'État de New York, par le cuisinier George Krum. Énervé par un client qui trouvait ses frites classiques trop épaisses, il éminça alors une pomme de terre en rondelles ultra fines et les servit bien salées. Contre toute attente, le client apprécia. Selon la légende, cette recette toute simple fit la réputation du lieu et la fortune du chef. Aujourd'hui, la chips nature de George Krum a bien changé. Car pour en vendre toujours plus, les industriels déploient des trésors d'imagination. Notre enquête nous conduit dans la région lyonnaise, chez Thomas. Avec 60 000 tonnes croquées chaque année en France, la chips est un phénomène qui a ses accros. Thomas en fait partie. Là, je déguste un paquet de chips.
Saveur cheeseburger. C'est la première fois que je le goûte, celui-là. Tous les paquets qui sortent, dès qu'il y a une nouveauté, je les goûte, quoi, pour le... C'est un peu ma passion, quoi. Pour faire partager cette passion qu'il nourrit depuis l'enfance, cet urbaniste a créé le seul blog français consacré à la chips. Pour l'alimenter, il goûte toutes les nouvelles saveurs. Certaines sont plutôt étonnantes, à l'huître, au bison. Mais pas seulement. C'est ma cousine qui était en Irlande qui m'a envoyé un paquet d'Irlande avec même plusieurs paquets, introuvables en France du coup. C'était goût canard laqué et goût fromage de chèvre. Mais aussi truffes, merguez grillées ou wasabi. Thomas en a recensé des centaines. Sa dernière trouvaille, un paquet au goût sandwich jambon-beurre. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné et je me suis dit, quel est l'intérêt de faire un paquet de chips au jambon-beurre, quoi. Comment les mecs du marketing ou les mecs de la marque, ils étaient autour de la table, ils ont fait un brainstorming et tout ça, et ils se sont dit, ouais, on va sortir sandwich parisien. Je sais pas, je comprends pas. Drôle d'idée, drôle d'idée. Ces gens avec de drôles d'idées qui inventent des saveurs toujours plus folles, il y en a dans l'équipe de Laurent Cavard, le PDG du groupe Alto. Lui aussi produit des chips parfumés. Et effectivement, tout commence autour d'une table de laboratoire. Bonjour tout le monde. Bon, on va commencer nos séances de dégustation pour la saison 2016. Ce matin, le patron a réuni ses équipes marketing, recherche et développement et qualité produit pour tester une nouvelle saveur, encore secrète, à base d'un fromage de nos régions. Qu'est-ce que vous en pensez? On a un effet texture de l'arôme. On a l'impression que... Il y a un aspect crémeux, tu veux dire. Il y a un effet crémeux, ouais. comme si la chips, il y avait vraiment plein de fromage dessus. C'est bien équilibré aussi. Ouais. Est-ce qu'il est caractéristique? Ah, il est caractéristique de l'ingrédient. C'est la fin de la fleur, là. L'équipe de Laurent Cavard élabore plus de 300 arômes chaque année. La chips doit sans cesse renouveler sa garde-robe pour séduire le consommateur. C'est comme dans tous les produits marketing, il y a une courbe, c'est-à-dire qu'au début ça marche très bien, puis au bout d'un moment le produit s'épuise. Donc il y a des produits qui régulièrement sortent de nos ventes, et puis on lance des nouveaux produits pour la pompe, dire nouveaux produits. Donc en permanence on est à la quête de nouveautés parce que des produits sont en train de mourir. Dans la gamme de chips commercialisée par Laurent Cavard, on trouve saveur poulet braisé ou encore côte de bœuf grillée. Mais ne vous attendez pas à trouver un barbecue dans l'usine. Les industriels se fournissent en arômes dans des laboratoires de chimie comme celui-ci, en région parisienne. Là, c'est le concentré de citron. Dans cet entrepôt, des centaines de sacs, de bidons et de fioles qui contiennent des substances au nom étonnant. Voici la matière première des aromaticiens. Daniel Engie et Christophe Gaudy conçoivent des arômes pour l'industrie agroalimentaire. Nous leur avons demandé de fabriquer une saveur barbecue, un classique vendu par toutes les marques de chips. Tout commence par un peu d'imagination. On peut imaginer une brochette de viande avec quelques légumes dessus qui est mise sur une grillade. Donc à partir de là, on se dit on va développer donc ce goût barbecue avec une petite note viandée, une note grillée, une note aussi cendrée et des notes un peu légumes. Voici à quoi ressemble leur fumée de barbecue. Et pour les petits légumes, on est bien loin du potager de grand-papa. Arôme fumé, poulet. Pour un aromaticien, le champignon de Paris, ça ressemble à ça. Lorsque vous regardez une molécule comme la 1-octène-3-ol, qui est une molécule de champignon, qui va vous donner le goût de champignon de Paris. Et là, il n'y a pas de champignons dedans. Dedans, il n'y en a pas. Mais par contre, c'est une molécule qu'on va retrouver lorsqu'on va décortiquer le champignon de Paris. Ici, on recrée la nature en éprouvette. Un arôme de synthèse coûte jusqu'à 300 fois moins cher qu'un extrait naturel. Si Bretz limite l'utilisation de ces arômes non naturels, ce n'est pas le cas de tous les industriels. Pour obtenir une saveur barbecue, il faut mélanger une trentaine de produits. Le résultat, c'est cette poudre, couleur paprika.
On a l'impression d'avoir un morceau de poulet grillé dans la bouche. On a vraiment toutes les saveurs qu'on retrouve dans le barbecue. Non, c'est très bien, ça me plaît beaucoup. Satisfaite, a priori, de l'essai. Exactement. Leur arôme, ils le vendent aux alentours de 4 € le kilo aux industriels. Et il existe un moyen de réduire encore la facture. Ajoutez à la mixture cette poudre blanche, du glutamate de sodium. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'on n'en met pas forcément beaucoup. Économiquement, c'est intéressant. Il va booster le goût de l'arôme. C'est une sorte de baguette magique. Vous mettez 10 fois moins d'arôme, ça coûte rien. Le glutamate possède également une vertu qui plaît aux industriels. Ce produit chimique provoquerait l'addiction. Il nous inciterait à repiocher dans le paquet jusqu'à ce qu'il soit vide. Le problème, c'est que ce glutamate est décrié. Les marques françaises ont renoncé à l'utiliser. Mais on le trouve dans certains paquets aromatisés du leader mondial américain, le plus vendu en France. Voilà, je l'ai trouvé. C'est écrit exauceur de goût, en toutes lettres, entre parenthèses, glutamate de sodium. Voilà. Des nutritionnistes comme Florence Foucault se fondent sur plusieurs études scientifiques pour tirer la sonnette d'alarme. On s'est aperçu qu'il y avait une corrélation entre certains symptômes chez des personnes sensibles, hypersensibles et faisant une consommation importante de glutamate. Donc par exemple des maux de tête, des nausées, c'est ce qu'on appelle le syndrome du restaurant chinois. Par ailleurs, il y aurait éventuellement une corrélation entre la consommation de glutamate et les maladies cérébrales et dégénérescences cérébrales, comme la maladie d'Alzheimer, voire l'hyperactivité chez certains enfants. Cette dernière corrélation nécessite d'être confirmée par d'autres études scientifiques. Mais avec ou sans glutamate, des dizaines de variétés de chips aromatisés sont lancées chaque année sur le marché. Et le choix de ces saveurs ne doit rien au hasard. Quelques mois avant l'été, c'est à Paris que nous retrouvons l'équipe bretonne d'Alto. Aujourd'hui, Laurent Cavard va soumettre le travail de toute une année de recherche à un jury un peu particulier. Des mères de famille rassemblées ce jour-là dans un salon de dégustation. Ce panel de consommatrices a été sélectionné par une agence marketing pour goûter toutes les nouvelles chips élaborées dans le laboratoire de la marque. Une douzaine de saveurs vont défiler sous leurs papilles. Une verbe, on voit bien beaucoup une verbe. Les avis sont parfois unanimes. J'ai adoré. Bon, Donc là, ça correspond à ça. Les remarques peuvent aussi se révéler cinglantes, comme pour cette chips au goût sucré-salé. Et alors? C'est pas bon. C'est pas bon. Quand j'achète une chips, je ne cherche pas autant d'originalité. Moi aussi, je cherche pas le goût sucré non plus. C'est vrai que c'est pas du tout dans le catalogue mental qu'on a sur la chips. Donc là, manifestement, on arrive aux limites de l'innovation qu'on peut amener. Dans des conditions de vente réelles, en supermarché, le consommateur aurait vite fait de choisir un concurrent. L'acte d'achat est très rapide. En moyenne, c'est autour de 40 secondes devant le rayon. Donc il faut que ça accroche tout de suite le consommateur, et par le nom et par l'évocation de l'arôme qui est à l'intérieur. Bonjour mesdames. Bonjour. En fait, c'est nous qui vous avons torturé comme ça. Si le goût est primordial, il existe d'autres artifices pour séduire les consommateurs. Nous allons le découvrir de l'autre côté de la Manche, en Angleterre. Le pays de la chips, les Anglais en mangent 3 fois plus que nous. Dans la ville universitaire d'Oxford, la chips est même un sujet d'étude. Comme ici, au département de psychologie expérimentale.
Charles Spence y est chercheur. Pour lui, les paquets de chips sont une source de découvertes inépuisable. Aujourd'hui, assisté de son étudiante Kendra, il va nous montrer comment le son de la chips influence notre perception du goût. Bien, je vais te demander de mettre le casque sur tes oreilles. Ok. Je vais te donner une chips. Tu vas la croquer avec tes dents de devant et tu te mets bien face au micro. La jeune femme écoute le son du craquement amplifié dans son casque. Sur l'ordinateur, elle doit indiquer si la chips lui paraît fraîche ou rassie. Et voilà, peut-être la même chips, peut-être une différente. Ça change de son selon toi? En modifiant le niveau sonore du casque, Charles Spence peut faire varier la sensation de croustillant de la chips. Ça peut changer la perception de la fraîcheur d'environ 15%. Plus le bruit du craquant est fort, plus la chips semble fraîche dans votre bouche. Le son fait partie intégrante du plaisir. Ce n'est pas juste une affaire de goût ou d'odeur. Il y a aussi une stimulation acoustique. Selon Charles Spence, un autre bruit est aussi important pour nous faire saliver, celui de l'emballage. Le fait qu'ils aient des sons différents quand on les prend en main, ça envoie des signaux acoustiques qui créent des attentes sur ce qui est à l'intérieur. En fait, les directeurs marketing se sont rendus compte que pour la nourriture qui faisait du bruit, il fallait un paquet bruyant en complément l'un de l'autre. Le bruit du paquet nous inciterait donc à l'achat. L'autre élément déterminant, c'est l'aspect visuel. Pour se démarquer, certains industriels ont misé sur une image haut de gamme. Une des astuces, c'est d'avoir une police de caractère écrite à la main. Ça fait plus artisanal. Là, par exemple, on explique que le fromage vient du Devonshire. Et pour les oignons, que ce sont des oignons rouges. Ils sont caramélisés. Plus c'est descriptif, plus ça fait authentique. Une marque a bien compris cette logique. Tyrrell's, un fabricant britannique qui se positionne sur le créneau de la chips chic et authentique. Regardez, on utilise des couleurs vives et un paquet mat, contrairement à un paquet brillant qui fait bas de gamme. Et puis on utilise des photos en noir et blanc, de gens et de lieux. C'est la tendance en ce moment. Il y a beaucoup de concurrence. Donc ça fonctionne parce que c'est unique. Ça se retient facilement et ça donne un effet moderne. Et finalement, ce n'est que du marketing. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Les chips Tyrrell's sont également vendus en France, jusqu'à 20 € le kilo, environ 2 fois plus cher que les autres paquets. Pourtant, les ventes augmentent. Ces chips sont-elles aussi authentiques que le promet le paquet? Ou tout n'est-il qu'apparence? Nous sommes allés chercher la réponse dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans le berceau de la marque. Jocelyn McNulty, la directrice marketing, nous accueille, entourée de toute son équipe et d'agriculteurs. L'opération séduction commence dès la visite du champ de patates. Pour nous, la qualité des pommes de terre, c'est tout. Je veux dire, c'est extraordinaire. Elles sont magnifiques. Un agriculteur tempère quelque peu le discours 100% nature de Madame Marketing. On les traite tous les 10 jours pour le mildiou, la maladie de la pomme de terre. Là, regardez, on voit les traces blanches du produit sur les feuilles. Finalement, la matière première de la chips, dite de luxe, subit le même traitement que ses concurrentes bon marché. Comme chez Bretz, les patates sont stockées pendant plusieurs mois. À écouter Jocelyn McNulty, là encore, on laisserait faire la nature.
Ce sont des produits issus de la terre. Les légumes ont besoin d'être stockés au fil de l'année, donc ce qui est important, c'est qu'on les garde à température parfaite. Visiblement, le responsable des stocks n'a pas assisté au briefing avant notre arrivée. Mais comment on empêche ces pommes de terre de germer? On utilise des produits chimiques. Oh, je ne dirais pas ça. Attends, on va la refaire. C'est parce qu'on est dans l'obscurité, n'est-ce pas? C'est ça l'astuce, la température et l'obscurité. L'obscurité l'empêche de devenir verte. Ok, donc c'est important de la laisser dans le noir. Oui, très important. Quelques jours plus tard, Jocelyn McNulty nous confirmera par mail qu'elle utilise le même produit chimique que ses concurrents, le chlorprophame. Jusqu'ici, aucune différence avec les autres fabricants. Notre enquête se poursuit dans l'usine. La directrice marketing nous propose de découvrir l'un des secrets de la marque. Ce sont ses friteuses. Les chips y cuisent 3 fois plus longtemps que celles des marques concurrentes et sont remuées manuellement pour leur donner une forme particulière. Elles tombent dans l'huile chaude, elles vont au fond, et puis elles sont saisies. Et c'est à ce moment-là qu'elles prennent la forme incurvée si magique de Tyrrell's. Puis elles remontent en surface. Et elles sont remuées manuellement par ces ouvriers pour qu'elles ne collent pas entre elles. Ici, on ne pèle pas les pommes de terre pour donner à la chips un aspect rustique. Avec la peau, il se dégage une saveur supplémentaire. Et puis elles ont une très belle apparence. En fait, on pense qu'une chips plus naturelle, plus rustique, c'est une chips plus intéressante. L'argument est aussi économique, car supprimer l'étape de l'épluchage limite les coûts de production. Et rappelez-vous, les pommes de terre sont traitées avec un produit chimique pour qu'elles ne germent pas, comme chez Alto. Même si l'on reste dans une limite légale, le fait de ne pas peler la pomme de terre augmente les résidus de ce produit chimique de plus de 30%, selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments. C'est assez normal au Royaume-Uni de ne pas peler sa pomme de terre. La plupart des pommes de terre ne sont pas pelées. Depuis quelques semaines, une autre substance contenue dans nos chips fait la une de l'actualité et inquiète les scientifiques. Frédéric Saltron est le patron d'un laboratoire de la DGCCRF, l'organisme français qui contrôle la qualité des produits que nous mangeons. On va faire le broyage, je vous laisse, allez-y. Plusieurs fois par an, il inspecte nos paquets de chips. Donc la première étape, c'est de broyer les chips pour ensuite aller sortir de ces chips-là l'éventuel acrylamide qu'il pourrait y avoir, puisque c'est l'objet de l'analyse d'aujourd'hui. L'acrylamide. Derrière ce nom mystérieux se cache une molécule sous étroite surveillance. Elle se forme pendant la cuisson des pommes de terre dans l'huile bouillante à plus de 120 degrés. Le 4 juin dernier, l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a rendu un rapport alarmant. L'acrylamide augmente potentiellement le risque de développement d'un cancer. Les enfants seraient les plus exposés. Alors aujourd'hui, les concentrations d'acrylamide sont étroitement contrôlées. On voit très bien le pic ici d'acrylamide. Et ici, vous voyez, à cet endroit-là, acrylamide 811,8 pour une valeur indicative de 1000. Donc on a affaire ici à une chips qui est en dessous la valeur indicative. L'EFSA a fixé une concentration maximale à ne pas dépasser, 1000 microgrammes par kilo. Aujourd'hui, rien de suspect. Mais la pomme de terre frite n'a plus la cote chez les partisans d'une nourriture saine, diététique et bio. Alors certains ont trouvé un moyen de fabriquer des chips autrement. Nous sommes au nord de l'Ardèche, à Vinzieux. Avec l'arrivée des beaux jours, Emmanuel a convié quelques amis pour un apéritif. À côté des traditionnels toasts, on trouve de drôles de chips, de différentes couleurs. Une grande tablée d'apéro. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a vraiment le goût de la betterave. Betterave, céleri, carottes.
Ces chips de légumes séduisent de plus en plus de Français pour l'apéritif. Contrairement aux autres chips, elles ne sont pas salées. Ah ouais, ça se fait pas souvent. Hein. Non. On a l'impression de manger sain. Si, c'est sympa. C'est quelque chose qui compte pour vous, le côté diététique? Oui. Et puis bio aussi, on sait d'où ça vient. On sait... Ouais, c'est pas... Et puis c'est pas salé, c'est vraiment agréable. Les enfants semblent apprécier pour la première fois la betterave. Ouais, c'est un moyen de faire manger des légumes qu'ils ne mangeraient pas en fait, surtout à table. Voilà, c'est ça. Et là, de les voir frits, ça leur donne, je sais pas, une autre façon de voir les légumes, c'est sûr. Je suis pas sûr qu'ils se rendent compte qu'ils mangent des légumes, en fait. C'est surtout ça. L'homme qui est derrière ces chips colorés est un ancien ingénieur mécanique, Jérôme Ferral. En créant une friteuse haute technologie, il a eu l'idée de faire des chips de légumes. C'était il y a 7 ans. Depuis, c'est au rayon primeur qu'il cherche l'inspiration. Comme ça, je partirai sur le topinambour, qui en plus est très joli, une jolie forme. Donc coupé en rondelles, on va obtenir de belles rondelles et il y a de grandes chances d'obtenir de belles pétales. Après, je serais tenté peut-être par le radis noir, qui est une tubercule. Les tubercules, en général, assez faciles à traiter parce qu'elles ont une teneur en matière sèche qui est quand même relativement importante. Et après, on va choisir des produits un petit peu plus marginaux sur lesquels on sait qu'il y a beaucoup de risques, mais qui peuvent des fois nous surprendre. Donc je serais bien tenté par le fenouil. Depuis 2008, Jérôme Ferral a commercialisé 5 saveurs, dont carottes, betteraves ou encore patates douces. L'addition, elle, est salée, près de 3 € pour 70 grammes, plus de 40 € le kilo. 4 fois le prix d'un paquet classique. Ça peut paraître cher en absolu, mais quand il faut 2,5 kg de pommes de terre pour faire 1 kg de chips, nous, sur certains produits, il faut 9 kg. Donc le prix de la matière première plus cher, les rendements qui sont moindres, la production en bio fait que notre prix de revient est quand même beaucoup plus élevé que des chips de pommes de terre. Ce passionné de légumes teste de nouvelles saveurs au moins une fois par an. Il a installé son usine à Féline, dans le nord de l'Ardèche. On va faire les essais, Sébastien ? Ce matin, 5 légumes différents vont passer l'épreuve de la friture. Mais avant la cuisson, encore faut-il les couper. Et le fenouil semble poser problème. On essaye un peu plus gros peut-être, on va essayer sur un. Ouais. Attention au doigt. Ouais. Ça peut faire sympa. Oui. Ça peut vraiment faire de jolies chips. Ça va être dur d'avoir une chips homogène. On est obligé de s'adapter à la forme naturelle du légume. Donc c'est pas toujours évident là. Dans le cas présent sur le fenouil, c'est pas un produit qui est uniforme. On va baisser un petit peu la température pour rester sur les températures relativement douces. Et peut-être baisser un peu le temps de friture aussi. Pour fabriquer des chips de légumes, le secret est de ne pas faire frire les pétales à trop de température. On utilise une technologie qu'on a développée chez nous en interne, qui est une technologie de friture à basse température. Donc on frit en dessous de 120 degrés. Le premier avantage, c'est de ne pas dégrader les qualités organoleptiques de nos légumes, donc la couleur, le goût. Ensuite, on va ajuster la durée de friture en fonction des légumes, en fonction de son taux de matière sèche ou sa teneur en eau. Plus le légume aura une teneur en eau importante, plus on va le frire longtemps. Parmi les légumes testés, des haricots verts. La forme ne correspond pas vraiment à l'image qu'on se fait d'une chips, mais Jérôme Ferral ne se met aucune limite. Car il y a toujours de bonnes surprises. Ah ouais, c'est vraiment très sympa. Pas du tout de sensation de gras. Et vraiment le goût du haricot vert. Ouais. On a la forme, on a la couleur, on a le goût. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc ça, c'est une chips de haricots verts. C'est une chips de haricots verts. Ça me plaît de le laisser vraiment dans sa forme d'origine, avec les deux bouts, que les consommateurs pourront éventuellement enlever eux-mêmes. D'un point de vue gustatif, on va voir ce que ça donne. Pas besoin de jury de consommateurs, Jérôme Ferral est sans pitié. C'est pas bon.
Il y a le souvenir du radis de cantine. Pour le radis noir, c'est raté. Et pour le fenouil, À retravailler, mais je suis sceptique. le topinambour est en tête du palmarès. Très croustillant, petit goût d'artichaut. Une belle coloration. Pour moi, c'est vraiment un produit qui réussit. Moins grasse, allégé en sel, le marché des chips de légumes a augmenté de 12% cette année. Mais la consommation reste marginale. Ce n'est donc pas de sitôt qu'ils auront la peau de la pomme de terre.